Queen. Rien que le nom, ça évoque un héritage musical absolument énorme. Mais bon, derrière les tubes qu'on connaît tous, il y a une histoire humaine, créative, assez complexe. Tout à fait. Et justement, on a sous la main des extraits d'un docu assez riche avec pas mal de témoignages des membres eux-mêmes, de leurs proches. Voilà. Notre idée, c'est un peu de décortiquer tout ça. Les moments clés, les coulisses, les processus créatifs, les tensions aussi, et puis ces personnalités incroyables qui ont fait Queen. Exactement. Alors on y va, décortiquons ça. Allez, bon, au départ, c'est assez classique, hein. On est à Londres, Brian May, qui étudie l'astrophysique, rien de ça, passe une annonce. Il cherche des musiciens. Et il tombe sur Roger Taylor, batteur. Il montre un groupe Smile. Mais le vrai tournant, c'est quand un certain Farrokh Bulsara débarque. Né à Zanzibar, étudiant en art, et pianiste déjà. Assez unique, on peut dire. Oui, et qui deviendra Freddie Mercury. Et lui, il manquait pas d'ambition, hein. Apparemment, il tournait déjà autour de Smile, leur donnait des conseils. C'est ça. Et il aurait dit cette phrase, enfin, elle est restée célèbre, je serai pas une pop star, je serai une légende. Carrément. Rien que ça. Quand le chanteur de Smile s'en va, Freddie, il saisit sa chance. C'est lui qui propose le nom Queen. Un nom osé pour l'époque, jugé même un peu scandaleux, hein. Clairement. Après, il fallait trouver le bassiste. Ça a été plus compliqué. Mais ils finissent par dénicher John Deacon. La pièce manquante, discrète, mais essentielle. Et les débuts, c'est pas Hollywood tout de suite, hein. Ils signent avec Trident Productions, mais c'est un contrat pas terrible pour eux. Ouais. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire enregistrer leur premier album la nuit. C'est ça, dans les heures creuses du studio parce qu'ils n'avaient pas un rond et c'était encore étudiants ou tout jeunes diplômés. L'album sort, mais bon, sans faire de vagues. C'est vraiment avec le deuxième, Queen 2, que leur son commence à prendre forme. Oui, et là ils commencent déjà à explorer les limites techniques de l'époque, le multi-piste, tu sais, superposer les pistes. Ils s'y vont tellement à fond que sur certains morceaux, la bande magnétique était limite transparente à force de passage. Incroyable. Ça montre déjà leur ambition sonore, leur perfectionnisme, quoi. Exactement. Mais ça crée aussi des petites tensions. Sur Seven Seas of Rhye, par exemple, Freddie revendique un peu la chanson, alors que Brian y a contribué aussi. Les histoires de crédit commencent tôt. Et c'est ce titre, justement, Seven Seas of Rhye, qui va leur offrir une première visibilité un peu par hasard, c'est ça? Tout à fait. Il remplace David Bowie au pied levé dans l'émission Top of the Pops. Ah oui? Alors, eux, ils ont détesté l'expérience, hein. Playback obligatoire, décor en carton-pâte, ils trouvaient ça nul, pas cool du tout. J'imagine. Mais bon, l'impact est là. Le single grimpe dans le top 10. C'est une reconnaissance, même si un peu amer pour eux. Après ça, il y a Sheer Heart Attack avec Killer Queen. Le style s'affirme vraiment. Mais le gros tournant, le moment où tout bascule, c'est A Night at the Opera. Ah oui, là c'est crucial. Ils sont toujours coincés par ce contrat Trident qui les étrangle financièrement. C'est qui tout double pour eux. Ils changent de manager, ils mettent tout ce qu'ils ont dans cet album. Et au cœur de cet album, il y a un monstre. Bohemian Rhapsody. Ah, là là. La folie créative de Freddie. 6 minutes, 3 parties. Opéra, rock. Des harmonies vocales empilées, réempilées, les fameux Galileo, enregistrés dans 6 studios différents, paraît-il. C'est dingue. Et la maison de disques qui leur dit « Non mais ça va pas, c'est beaucoup trop long pour passer en radio ». Jamais ça marchera. Et le fait qu'ils aient tenu bon, qu'ils aient imposé leur truc, ça en dit long sur leur détermination quand même, hein. Complètement. Et ça montre bien aussi les dynamiques dans le groupe. Chacun défendait ses compos, ses bébés, comme il disait. Ça faisait des étincelles, mais c'était créatif. Oui, c'est ça. Et c'est aussi là qu'on voit John Deacon, le bassiste discret, commencer à s'affirmer comme une sorte d'arme secrète. Il va écrire des tubes énormes plus tard. Fort de ce succès mondial, ils partent à la conquête du monde, hein, littéralement. L'Amérique du Sud notamment. Oui, des concerts dans des stades immenses, au Brésil, en Argentine, des pays alors sous dictature militaire. C'était parfois tendu, dangereux même, mais une ferveur populaire incroyable. Une autre rencontre marquante, mais plus tendue, c'est avec David Bowie pour Under Pressure. Ah oui, ça salchisse. Session improvisée à Montreux. Et apparemment, un vrai choc d'ego. C'est ce qu'on dit. Chacun enregistrait sa partie vocale sans que l'autre soit là pour écouter, pour pas être influencé ou par pur ego, qui sait. Ça donne ce duo un peu étrange, mais iconique. Oui, le résultat est là. Mais après ces sommets, même tendus, le groupe entre dans une phase plus compliquée. Ils partent à Munich pour enregistrer Hot Space. Et là, l'ambiance change. Grosse période de tension. L'influence un peu plus dance,
amené notamment par l'assistant personnel de Freddie, Paul Prenter, ça plaît pas à tout le monde. Surtout à Brian May, j'imagine, très rock dans l'âme. Exactement. Les relations se distendent, il y a des projets solos qui commencent à émerger. Le groupe passe pas loin de la séparation, en fait. Mais il va y avoir un électrochoc, un événement qui va tout changer. Le Live Aid, en 1985. Ah, le Live Aid. Alors qu'ils sont pas forcément au top à ce moment-là. Freddie a même des soucis de voix juste avant. C'est vrai, mais ils préparent leur set de 20 minutes de façon quasi militaire. Chaque seconde est répétée. Et le jour J, ils mettent le feu. Ils ont littéralement volé la vedette à tout le monde. C'est considéré comme une des plus grandes performances live de tous les temps. Ça leur a redonné une énergie folle, une cohésion. Un vrai second souffle. Mais malheureusement, peu de temps après, le contexte s'assombrit de nouveau. Oui, Freddie apprend qu'il est séropositif. Et il l'annonce au groupe apparemment de manière très directe, mais pudique. C'est ça. En gros, vous savez sans doute ce que j'ai. J'ai pas envie d'en parler, je veux juste continuer à faire de la musique jusqu'à mon putain de dernier jour. Terrible. Et cette nouvelle, paradoxalement, ça va ressouder le groupe d'une certaine manière. Oui, ils décident de partager tous les crédits d'écriture sur les albums suivants, The Miracle, Innuendo, Oui. pour éviter les vieilles disputes et se concentrer sur l'essentiel. Faire de la musique ensemble, tant qu'ils le peuvent. Et ils se protègent aussi mutuellement face à la presse, aux paparazzi, qui commencent à harceler Freddie, surtout quand ils enregistrent à Montreux. Tout à fait. C'est une période très soudée, malgré la maladie qui progresse. Et les dernières sessions d'enregistrement, elles sont forcément poignantes pour la chanson Mother Love. Freddie est très faible. Il enregistre debout, s'accrochant à la console, une prise après l'autre avec des pauses. Et puis, il n'arrive pas à finir le tout dernier couplet. Il dit un truc comme « Je reviendrai finir ça Ah, voilà, je reviendrai finir ça demain. Mais il n'est jamais revenu au studio. C'est Brian May qui chantera la dernière phrase sur l'album. C'est sa toute dernière prise de voix. » C'est bouleversant. Quel parcours quand même. De cette ambition folle des débuts à la gloire mondiale, au conflit, puis cette fin tragique. C'est une histoire de créativité débridée, de frictions intenses aussi, mais toujours cette capacité à revenir ensemble et à produire quelque chose d'unique. C'est ça, Queen. Et ça nous montre la puissance qui peut naître de la collaboration, même conflictuelle, quand des talents immenses se confrontent et se complètent. C'est aussi une leçon de résilience, de fidélité à sa vision artistique. Absolument. Et ça laisse une question en suspens, peut-être? Oui. Si Queen n'avait pas eu cette audace folle de mélanger les genres, de casser les codes, de faire un opéra rock de 6 minutes, quitte à choquer, à douter eux-mêmes parfois, est-ce que la musique pop, le rock, ressemblerait à ce qu'ils sont aujourd'hui? Bonne question. À méditer.